faire des jeux en commun. Le fait d'avoir des projets étudiants, des projets à plusieurs et de bosser avec les différents corps de métier, je trouve que c'est ça qu'on voit en études et qui est du coup le plus intéressant et le plus utile au-delà de juste la compétence technique, quoi. Moi, elle était clairement avant. Mais enfin, après, la pratique du dessin, moi, je l'ai depuis que je suis toute petite. Vraiment toute petite, enfant, bébé, quoi. En même temps, venait déjà aussi le goût des histoires, de la mythologie, des légendes, de l'histoire avec un grand H aussi. Et en fait, ça s'auto-alimente. Disons qu'à un moment, tu vas plutôt faire moins de recherches et faire plus de pratiques artistiques. Et à un moment, tu vas te calmer un peu sur la pratique artistique et tu vas te mettre à lire, à regarder des documentaires, à faire des expos, etc. Et du coup, tout s'alimente l'un en balancier de l'autre. Ma force, je pense, c'est la tarasque vraiment, parce que à la fois, elle a ce côté manticore, chimère, mais elle a vraiment un mélange qui est spécial. Et pour le coup, c'est une qui a pas été tant que ça utilisée, qui commence à revenir au goût du jour, mais au moment où je m'y intéressais, elle l'était pas forcément. C'est une tête d'homme barbu avec des oreilles, je crois, de cheval, mais je suis plus très sûre, ou d'âne, je sais plus, et qui a à la fois 6 pattes de dragon, je crois, avec une carapace avec des pointes et une queue de scorpion, il me semble. Et genre vraiment tout ça mélangé, et on a des vieilles gravures comme ça. Et on a des statues. Et pour le coup, on a pas mal de références visuelles, plus que d'autres créatures françaises vieilles comme ça. Donc celle-là, c'est mon bébé, je l'adore. Et sinon, une deuxième que j'ai découvert plus récemment, il y a quelques années, c'est celle que je cite à un moment, qui s'appelle la Groar, donc Groac apostrophe H parce que c'est du breton, et qui est une sorte de fée maléfique des eaux et qui a des dents de morse. Ça, je trouve ça vraiment trop cool et on la connaît vraiment pas du tout. Je la vois nulle part, je la vois jamais passer quand j'entends parler de monstres et du coup, je suis là pour le faire. Un de ceux que j'ai trouvé le plus intéressant dans les jeux vidéo et que j'étais trop contente que ça finisse par sortir après des années et que pour le coup c'était une super take sur les créatures qui sont pas forcément des trucs que tu tues, c'est dans The Last Guardian. Genre vraiment d'avoir une créature un petit peu comme ça où elle a un mélange de plein de petits trucs, à la fois elle fait très commun, on dirait un gros chat, mais en même temps c'est suffisamment un peu bizarre pour que on ait envie de croire que ça soit original. Et en fait le fait que ça soit guidé par IA, que ça s'intègre dans son écosystème et tout, mais qu'on puisse monter dessus, faire ces interactions, qu'elle te suive, que des fois elle lutte un peu contre ce que tu lui demandes, etc. Et que le gameplay repose énormément sur le fait que tu aies ce compagnon-là. J'avais trouvé ça trop bien et moi j'ai besoin de plus de bestioles comme ça dans les jeux, quoi. À moitié, on va dire. Les créatures que je fais sont souvent dans des cadres différents. Elles sont même les bestiaires en eux-mêmes sont pas forcément dans le style graphique. En fait, j'aborde souvent une palette de styles graphiques différents, donc on pourrait pas tous les mettre les uns à la suite des autres et ça marcherait pas forcément très bien. Mais par contre, au niveau de juste les designs, les choix de design, l'approche en elle-même, là, je trouve que ça se croise toujours un petit peu dans la manière d'aborder les trucs. Donc sur ce plan-là, à la rigueur, ouais. Moi, ça m'a toujours intéressé de me dire peut-être un jour je pourrais faire un petit bestiaire, mais le penser de A à Z comme un projet et pas forcément récupérer d'anciennes bestioles, mais en faire dans un même style euh, pour un bloc, pour ce projet de bestiaire-là. Là, ça me botterait carrément un jour d'en faire un, ouais. Bah alors du coup moi je voulais pas faire freelance à la base parce que j'ai pas de gens très freelance dans ma famille et dans mes proches, donc j'étais un peu la première et j'avais pas d'explication de comment ça marchait, j'ai dû un petit peu tout découvrir sur le coup. Mais en fait déjà moi mon style graphique avec lequel je suis rentrée à l'Engmin donc pour la fin de mes études, c'est pas un style qui match à toutes les grosses boîtes de AAA et clairement j'étais pas faite pour Ubisoft, quoi. Et j'avais soit le choix de me conformer et de bosser là-dessus, soit le choix de continuer de chercher ma route en ayant ce background-là. Et en fait, j'ai eu de la chance, honnêtement, parce qu'il y a des gens pour qui qui sont très très talentueux et qui galèrent à trouver en freelance du taf et qui essayent pourtant. Mais moi, j'ai eu la chance de, grâce à mon projet M1, It's Paper Guy, d'avoir tapé dans l'œil de personnes via LinkedIn, via des pros qui se passent le mot entre eux, de ensuite pouvoir avoir quelqu'un qui me contacte et qui me dit si tu te mets en freelance, je te prends pour bosser ensemble quelques mois. Et donc à la suite de mon stage, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai créé mon freelance pour avoir ce job-là. Et ensuite, j'ai eu la chance de trouver quasi tout le temps. C'est rare que je reste 4 mois sans taf depuis le début. En fait, là, ça fait 5 ans.
Et j'ai toujours tous les ans trouvé du taf, mais avec des gens différents ou les mêmes qui reviennent, etc. Être présent sur les réseaux sociaux, d'une certaine manière, pas forcément tous, choisir celui avec lequel on est à l'aise, qui nous va, mais en tout cas montrer à l'industrie qu'on existe, parce que si on montre pas à l'industrie qu'on existe, eh ben on sera pas appelé. En fait, les gens aimeraient peut-être nous connaître et travailler avec nous, mais s'ils nous connaissent pas, bah ça marche pas. Donc il faut partager son travail, qu'il soit visible. Il faut potentiellement, si on le peut, exister sur les events aussi. Ça peut être des jams en ligne et ça peut être les events sur place comme Addon, comme Gamecamp, comme Spawn, etc. En tout cas, que les gens de l'industrie qui est très petite puissent se rappeler de ta tête, de ton nom, etc. Et juste se dire ah bah oui, j'ai croisé telle personne, elle est super sympa, ou j'ai bossé avec telle personne, je te la recommande, etc. Et que tu sois en tout cas visible et accessible. Donc ça c'est dans les recommandations que je donne. Et sinon, bah, d'être sympa, de s'intéresser aux projets des gens, de pas parler avec des pros seulement par des moyens en mode salut, bonjour, ça va, ah en fait je m'en fiche, je veux un stage, mais plutôt de vraiment s'intéresser et d'être reconnu comme étant quelqu'un avec qui on peut parler, qui est sympa, qui est approchable, etc. Et en fait, ça, sur le long terme, c'est utile et ça crée des bonnes relations et ça crée des opportunités aussi de bosser avec les gens et aussi de se faire des potes avec qui on va pas forcément bosser, mais en tout cas, c'est de toute façon plus sain d'approcher l'industrie comme ça. Et aussi, qu'on soit freelance ou pas d'ailleurs, de se syndiquer ou de se rapprocher de syndicats ou d'avoir des contacts aussi, parce que c'est bien beau d'être très gentil avec les gens de l'industrie, mais il y a des fois les gens ils sont pas gentils avec nous parce que c'est le monde du travail et que du coup c'est aussi bien d'être entouré par des gens qui ont le droit du travail en tête et qui sont là pour répondre à des questions, rassurer, aider, épauler. Donc c'est un petit peu tous ces petits conseils là que je peux donner à des gens.